Donc, bon, voilà. Donc ça, j'ai donné quelques éléments de ce diagnostic RSE dans un document que je vous donnerai tout à l'heure. Ça, c'est pour votre curiosité. Pour dire que ce n'est pas que les très grosses entreprises qui sont concernées. Alors, comment soumettre à la question un rapport dit de développement durable ou un rapport RSE? Moi, je me suis appuyée donc sur ce que l'organisation qui s'appelle le GRI propose. Et il y a 6 critères. Alors, le premier critère, je l'ai beaucoup détaillé. Les autres, sur le PowerPoint, je ne les ai pas beaucoup détaillés, mais vous les avez en détail dans la feuille qui va vous accompagner cet après-midi. Donc, un premier critère, c'est l'équilibre. Alors, définition. Alors, à chaque fois, ils disent définition, explication, j'ai pas remis, mais vous verrez dans le document. Définition en 2 lignes, explication en 10-15 lignes, test. Équilibre. Le rapport doit refléter les aspects positifs et négatifs. Donc, un rapport où vous verriez que c'est super, c'est génial, progrès. Bon, d'accord. A priori, si on mesure où on en est en termes de RSE, il doit bien y avoir des choses positives, des choses négatives, des choses sur lesquelles on est content, et des choses dont on est moins fier. Donc, les aspects positifs et négatifs de la performance de l'organisation. Donc, l'explication, je vous épargne l'explication, mais le genre de test qui est proposé par le GRI, c'est de dire, bon, est-ce que quand vous lisez le rapport, vous voyez des choses qui sont défavorables? Alors, on regarde, s'il n'y en a aucun, on se dit, tiens, moins un, quoi. Bon, on commence à s'inquiéter. Les informations rapportées sont présentées dans un format permettant aux utilisateurs d'observer les tendances année par année, positives et négatives, de la performance de l'organisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des tableaux clairs, lisibles, qui permettent de voir, là, on est content de nous, là, on n'est pas content de nous. Bon, s'il faut vraiment mettre 4 lunettes pour s'en rendre compte, c'est mauvais signe. Est-ce qu'il y a cet équilibre? Est-ce que cet équilibre est visible? La proportionnalité, c'est-à-dire que vous pouvez remarquer, dans certains rapports RSE, on va beaucoup mettre d'exemples. Alors c'est très bien d'illustrer, c'est très bien de dire d'ailleurs dans notre usine machin chose en Chine on a fait ça, les enfants sont scolarisés, c'est très bien, ça illustre, mais si sur les 1000 usines du groupe il y en a une où on fait ça et qu'on y met 2 pages avec des photos de gosses et puis qu'en tout petit c'est marqué ah bah bon. Donc c'est une question d'équilibre, une forme d'honnêteté, bon, donc le critère de l'équilibre. Alors les autres critères, c'est la notion de la comparabilité, donc la GRI là. Et c'était sa première raison d'être, c'était de rendre comparables à l'échelle internationale les rapports. Donc la comparabilité, c'est ça. Les thématiques et les informations doivent être choisies, compilées et rapportées, donc de façon cohérente, exposées de telle façon à ce que les parties prenantes puissent voir les changements survenus dans la performance au fil du temps, et qu'on puisse comparer 2 organisations du même secteur d'activité, du même pays, on puisse les comparer entre elles, puisque les indicateurs seront présentés de la même façon. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de repérer quelquefois pour une même organisation, de prendre 3 rapports dans le temps, et de se rendre compte que, par exemple, sur la question de la diversité ou des questions de pollution, les choses sont présentées de telle sorte qu'on ne sait pas comparer. On a de l'info, mais une info dont on ne sait pas quoi faire si on veut dire y a-t-il progrès ou non. Donc là, la GRI, ou le GRI, Global Responsibility Initiative, donc la GRI plutôt, c'est son premier rapport, ça a été rendre comparables les rapports. L'exactitude, évidemment. Donc qu'est-ce qui permettra pour moi, lectrice, de penser que ce qu'on me dit est exact? Ben, parfois, ça va être que ça a été certifié. Parfois, c'est juste que j'ai confiance en eux, je me dis, oh, c'est une si grosse entreprise qui disent doit être vrai. Et bon, dans bien des cas, on va se rendre compte que, tiens, sur tel sujet, d'ailleurs, on a travaillé avec WWF qui a, sur tel sujet, ah ben d'ailleurs, là, de telle année à telle année, on a... Donc à un moment, selon les pays, selon les thématiques, ce qui va être amené comme sorte de garantie va prendre des formes différentes. Donc c'est à nous aussi de connaître suffisamment le milieu des ONG, des organisations de certification, pour savoir que peut-être certaines normes sont moins connues. Je pense par exemple la norme SA 8000. Alors c'est évidemment beaucoup moins connu que les normes ISO. Et c'est une norme extrêmement exigeante en matière de responsabilité sociale. Donc là aussi, le lecteur du rapport doit être un peu informé de ce qui existe et savoir que si l'entreprise dit je suis certifié SA 8000, c'est pas dire bah, c'est quoi ce petit machin où je connais que l'ISO, c'est dire ah oui SA 8000 et on se rend compte que voilà, c'est une certification, une normalisation qui est très difficile à obtenir et qui suppose un cahier des charges très précis. La périodicité, donc la difficulté c'est qu'il faut mettre à jour les informations. Mais il y a tout un moment où on rassemble des informations pour faire le rapport, et puis quand on publie le rapport, souvent on est déjà décalé par rapport
Bon, bah, ils disent soyez honnête, trouvez quelque chose qui est juste par rapport à votre activité. Donc c'est pas, ils disent pas vous devez avoir telle périodicité, mais essayez de rendre compréhensible la raison pour laquelle votre périodicité n'est par exemple que tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. La clarté et la fiabilité. Donc ça c'est... Donc ça on est en 1997, il y a eu les tout premiers travaux autour de la comparabilité des rapports. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont entendu parler, certainement oui, de ce qu'on appelle le Global Compact, pacte mondial. Donc ça c'est pacte mondial en français. Donc ça c'est une initiative au niveau de l'ONU. Bon, il y a des entreprises, vous verrez sur leur rapport RSE, en gros il y a un logo qui est un peu comme ça, on voit la Terre, voilà, Global Compact. Global Compact. Bon, une entreprise qui signe le Global Compact, ça ne mange pas beaucoup de pain, hein, ça ne coûte pas très cher, puisque rien n'est vérifié, mais bon, voilà, c'est quand même... c'est intéressant. C'est le début du commencement de quelque chose. Bon, voilà. Donc 99, il y a le Global Compact, et juste une petite date, pour vous, c'est en 2001. En France, il y a une loi qui s'appelle la loi NRE, et dans la loi NRE, il est dit que les entreprises qui sont cotées à la bourse en France sont obligées de publier chaque année un rapport RSE. Donc parfois on se dit oh, bah, c'est bien, telle entreprise elle fait un rapport, c'est bien, ça doit coûter des sous, mais bon, c'est une obligation légale, donc c'est bon de le rappeler. Maintenant il y a des entreprises qui ne sont pas tenues à cette obligation qui le font, mais voilà, pourquoi ces documents existent, c'est aussi pour une raison d'obligation légale. Donc maintenant au travail, je vous ai donné un peu quelques éléments du contexte, et au niveau du travail, donc ici je vous ai mis, voilà, cette façon que la GRI a de nous inviter à rentrer dans un rapport RSE sur du papier recyclé, mais pas en recto verso, honte à moi. Et puis il y a à la suite de ça un petit document qui concerne plutôt les codes et les chartes éthiques, où j'ai essayé de faire une liste des questions qu'on peut se poser pour un peu juger du code d'éthique qui pèse lourd et de celui qui s'envole au premier coup de vent. Donc ça c'est mon petit